Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kennedy. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Brigitte Letombe, gynécologue et sexologue, qui va nous parler de la ménopause, un sujet passionnant et malheureusement encore trop tabou. La ménopause touche toutes les femmes, bien entendu, en sachant que l'âge moyen est de 51 ans. Donc nous sommes tous concernés, je dis tous parce que les hommes aussi, étant donné qu'ils ont tous des femmes dans leur vie qui sont passées ou vont passer par ce stade. Dans cet épisode, le docteur Letombe nous explique les symptômes de la ménopause, qui touchent 3 femmes sur 4, ce qui se passe dans le corps féminin au niveau physiologique, physique et émotionnel. Le docteur nous décrit très bien tout le fonctionnement hormonal du corps lors de la préménopause et la ménopause, y compris les différents déséquilibres hormonaux, et les risques accrus de maladies cardiovasculaires, diabète et ostéoporose. Nous allons parler de l'étude WHI qui a été réalisée dans les années 2000 aux États-Unis, dont les premiers résultats ont affolé les populations. Le docteur nous explique pourquoi il faut se pencher davantage sur les résultats de cette étude pour mieux les comprendre et nous détaille ensuite l'importance d'un traitement hormonal auprès de certaines femmes à un moment précis de la ménopause afin d'avoir un impact positif sur leur santé cardiovasculaire. Le docteur nous explique ensuite les recommandations pour les femmes en phase de préménopause et ménopause concernant l'activité physique et les bonnes habitudes de santé au quotidien. Bonjour docteur Letombe et bienvenue sur Kennedy. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de la ménopause puisque vous êtes experte sur le sujet. Mais avant tout, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots, nous parler de votre parcours ? Alors moi, je suis gynécologue médicale. J'ai été praticien hospitalier pendant 40 ans. Et en fait, j'ai été également la présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Et on fait actuellement, je fais actuellement une activité libérale à Paris. D'accord. Je fais partie du bureau de la Société nationale de ménopause, le GEMVI, groupe d'études de la ménopause et du vieillissement hormonal. Et je pense que c'est important dès le départ de signaler que c'est un site, donc www.gemvi.org, où vous pouvez vous référer pour avoir au moins sur les pages d'accueil les fiches d'information sur l'insuffisance ovarienne prématurée et sur le traitement hormonal de ménopause. Moi, j'envoie toutes mes patientes sur ce site pour chercher l'information qui est une information référencée, scientifique et d'accès vraiment simple pour que les femmes sachent de quoi l'on parle quand on parle de ménopause et quand on parle d'un traitement hormonal de ménopause qui, vous savez, est particulièrement diabolisé et décrié. Oui, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs parce que c'est très intéressant. Déjà, ma première question, c'est est-ce que selon vous, les opinions ont progressé concernant la ménopause ? Est-ce que c'est un peu moins tabou qu'avant ? Est-ce que les femmes en parlent un peu plus librement autour d'elles et auprès de leurs médecins ? Pas du tout. Pas du tout. C'est l'inverse. Je pense qu'on est dans une société du jeunisme. De plus en plus, j'ai cette impression. Et je pense qu'il y a 40 ans, quand j'ai commencé la gynécologie, je n'avais pas trop de soucis pour parler de ménopause et les femmes acceptaient de consulter et de venir chercher un accompagnement, voire une thérapeutique. Eh bien, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir 50 ans, c'est encore pour une femme être dans une tranche de vie qui est de la décroissance, on va dire. Et c'est pour les femmes et pour la société, je dirais que le regard de l'homme aussi, y est pour beaucoup. C'est quelque chose qui est vécu très négativement, alors que la femme de 50 ans, au contraire, elle est en général au top de sa vie, que ce soit la vie familiale, conjugale, socio-professionnelle, personnelle. Et pour moi, c'est dramatique aujourd'hui que le parcours d'une femme puisse être obéré par la symptomatologie ménopausique et par ses risques. Donc c'est très important que les femmes de la cinquantaine et même des quelques années qui précèdent, parce que c'est important d'être informée avant la survenue d'une ménopause. Et moi, je milite vraiment depuis de nombreuses années pour que les femmes cherchent l'information et qu'elles puissent aussi trouver des professionnels prêts à les entendre, à les écouter et à les accompagner. Oui. Très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir sur les définitions ? Donc, qu'est-ce que c'est que la ménopause ?
Alors, la ménopause, c'est une étape physiologique et c'est peut-être un problème, ça, parce que le courant féministe aujourd'hui nous dit, mais de toute façon, c'est physiologique, donc il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai du tout, parce que on va dire qu'au moins une femme sur deux va avoir une vie particulièrement altérée pour quelques années, voire des pathologies graves qui vont survenir dans les années qui suivent du fait de l'hypoœstrogénie. La ménopause, c'est quand les ovaires s'arrêtent de fonctionner totalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ovulation, donc évidemment, ce qui signifie arrêt de la fertilité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être mal vécu pour les femmes, parce que ne plus vouloir d'enfants, c'est quand même pas du tout pareil que de ne plus pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour certaines femmes, mais c'est surtout accompagné d'une absence de sécrétion hormonale. Il n'y a plus de sécrétion d'œstradiol, il n'y a plus de sécrétion de progestérone. Et c'est de cela que souffre, je vais dire, une majorité des femmes au début de ménopause. Il y a, on va dire, une femme sur 4 qui va pas du tout avoir de symptomatologie et de facteurs de risque et qui dira « mais c'est le bonheur, je suis enfin libérée de ces cycles menstruels, de la contraception nécessaire, et donc c'est super ». Mais il y a 3 femmes sur 4 qui vont vraiment avoir une vie altérée. D'accord. Et quels sont les symptômes alors qu'elles peuvent percevoir? Alors, les symptômes, on appelle ça les symptômes climatériques. C'est un ensemble de symptômes dont le plus fréquent et le plus connu, bien sûr, sont les bouffées vasomotrices, les bouffées de chaleur, qui sont très, très invalidantes pour certaines femmes. Alors, il y a des femmes qui vont avoir une bouffée de chaleur tous les 3-4 jours. Il y en a d'autres qui en auront 10 par jour. Et les bouffées de chaleur s'accompagnent de sudation importante, d'un malaise, de palpitations. Et pour certaines femmes, par exemple au top de leur vie professionnelle, qui ont à prendre la parole en public, c'est vraiment problématique. Après, il y a les sueurs nocturnes. Et les sueurs nocturnes, c'est pareil. Ça peut être majeur. Il y a des femmes qui doivent se lever, prendre une douche, qui doivent changer les draps du lit. Ensuite, il y a des troubles du sommeil. Il y a des troubles parfois dépressifs. Il y a des vraies dépressions qui s'installent à la ménopause parfois, surtout chez les femmes qui ont eu des épisodes déjà dépressifs antérieurs ou qui sont très sensibles à la variation hormonale. Les femmes, vous savez, qui ont souvent des syndromes prémenstruels, les femmes qui ont fait plus qu'un postpartum blues après l'accouchement, sont des femmes qui sont plus sensibles à la variation hormonale et elles seront plus fragiles, même avant la ménopause, en périménopause. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des troubles de concentration, ce que les Anglais appellent le fog, des petits problèmes de concentration, ne plus trouver ses mots, avoir l'impression de ne plus avoir les mêmes capacités mémorielles, tout ça, de mémoire, tout ça c'est possible. Il y a les douleurs articulaires, sont fréquentes aussi. Et puis après, vous avez aussi les symptômes qui sont plus génito-urinaires, donc une sécheresse vulvaire vaginale, des difficultés lors des rapports et une dyspareunie parfois. Et puis, sur le plan urinaire, des mictions plus fréquentes, plus d'incontinence. Alors, pas tellement les incontinences urinaires des femmes, mais plus les incontinences par hyperactivité vésicale. D'accord. Tout ça, tous ces symptômes sont dus à la chute de l'œstrogène. C'est le manque en œstradiol, tout à fait. Le manque en œstradiol. Il faut bien savoir qu'une femme, tous les tissus, tous les organes, tous les viscères d'une femme ont des récepteurs œstrogéniques. Et donc, il peut y avoir des répercussions. Alors, c'est très inégalement réparti, comme je l'ai dit. Il y a des femmes qui ne vont pas souffrir de leur manque en œstrogène et d'autres qui vont en souffrir beaucoup. D'accord, ok. Sur le site GMV, donc sur le document à destination, c'est un document informatif qui est très bien détaillé. Il est écrit: avant la ménopause, la femme a moins de risque de faire un infarctus que l'homme. Après la ménopause, ce risque augmente et rattrape celui de l'homme. Oui, c'est pour vous dire combien les œstrogènes sont importants chez les femmes. Oui. Et en fait, je ne sais pas si on parlera de cette étude américaine, la WHI, mais je crois que c'est important. Oui. Et je vais le faire tout de suite parce que oui, allez-y. Il y a un vrai lien. En fait, les œstrogènes protègent sur le plan cardiovasculaire. Ils protègent l'endothélium artériel, ils diminuent le risque d'hypertension artérielle, ils diminuent le risque de diabète, ils diminuent le risque d'hypercholestérolémie. Et tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui fait que les femmes, quand elles ont des œstrogènes, elles ont moins de risque cardiovasculaire que les hommes.
À partir de la ménopause, on voit un croisement des courbes, c'est-à-dire qu'il y a plus de pathologies cardiovasculaires et notamment d'infarctus chez les femmes que chez les hommes, parce qu'elles doivent vivre avec ce manque en œstrogène. Et donc tout cela, on le connaissait depuis longtemps. En fait, on proposait des traitements hormonaux de ménopause à partir des années 60 et on avait déjà beaucoup d'études observationnelles qui montraient que quand on donnait des œstrogènes aux femmes, on diminuait leur pathologie cardiovasculaire. Et la WHO, cette étude américaine en 2002 qui a fait beaucoup de mal au traitement hormonal de ménopause, était une étude de prévention primaire cardiovasculaire. C'est-à-dire, les Américains se sont dit, les femmes, surtout les Américaines, elles meurent à 45% de pathologie cardiovasculaire. Alors ils se sont dit, puisque l'œstrogène c'est bon pour les femmes, on va faire une étude randomisée. Donc à certaines femmes on donnera du placebo, à d'autres femmes on donnera des œstrogènes et un progestatif de synthèse. Et donc quand ils ont commencé l'étude, c'était pour diminuer les pathologies cardiovasculaires. C'était le but. Et 5 ans plus tard, on a arrêté l'étude parce qu'au contraire, on avait augmenté les infarctus, les phlébites, les embolies pulmonaires, les accidents vasculaires cérébraux. Et ça a fait un mal terrible sur le plan international parce que c'était la première étude à grande échelle randomisée chez des femmes ménopausées. Alors, je vous explique un peu pourquoi on a eu ce résultat contradictoire. En fait, on sait que les œstrogènes protègent les femmes en début de ménopause. C'est-à-dire que si on donne des œstrogènes en début de ménopause, on va continuer à diminuer les risques d'hypertension, d'hyperlipémie, de diabète et avoir un meilleur endothélium artériel. Mais si, pendant 10 ans, elles n'ont pas d'œstrogènes, elles vont avoir tous ces facteurs de risque qui vont s'installer et elles risquent d'avoir déjà une athéromatose installée. L'athéromatose, c'est des petites plaques au niveau des artères. Et quand ils ont décidé de faire une étude randomisée, ça veut dire que la femme ne doit pas savoir si elle prend un traitement efficace ou un placebo et le médecin non plus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que 25% des femmes qui n'ont pas de symptômes en début de ménopause. Donc, ils ont pris très peu de femmes entre 50 et 60 ans dans cette étude et essentiellement des femmes de plus de 60 ans avec une moyenne d'âge de 63 ans et même 20% des femmes qui avaient plus de 70 ans. Donc, ces femmes-là avaient eu le temps d'installer sur le plan artériel une athéromatose. Et quand ils ont donné leur traitement, et le traitement américain, c'est des œstrogéniquins normodosés par voie orale, plus un progestatif de synthèse qui a des effets métaboliques délétères et que nous n'utilisons pas, ils ont créé de décollement des plaques. Et c'est comme ça qu'ils ont augmenté toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc, depuis cette publication, c'était 2002. 4 ans plus tard, ils nous ont donné la publication en fonction des tranches d'âge des femmes. Et on a vu que le peu de femmes qui étaient entre 50 et 60 ans dans cette étude, donc ça c'était 2006, n'avaient pas d'augmentation de risque cardiovasculaire, au contraire. Et là, ils nous ont publié les résultats parce qu'ils continuent à suivre les femmes 20 ans plus tard. Et ces femmes qui ont été traitées entre 50 et 60 ans ont toujours une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, de cette étude, il y a quand même une confirmation de ce que l'on savait, c'est-à-dire que si l'on traite les femmes, et notamment sur le plan cardiovasculaire, si l'on veut avoir un impact positif et surtout pas négatif, il faut les traiter en début de ménopause, et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la fenêtre d'intervention, les 10 premières années après l'installation de la ménopause. Les 10 premières années, donc à partir de 50 ans jusqu'à 60 ans. Oui, la moyenne d'âge, c'est 51-52, tout en sachant que certaines femmes vont être ménopausées à 48 et d'autres à 56. C'est les 10 premières années de ménopause. Pendant ces 10 premières années-là, vous pouvez instaurer un traitement. Si vous avez plus de 10 ans de ménopause installée, après, il y a des femmes qui parfois demandent la mise en place d'un traitement pour X raisons, voire c'est rare quand même après 10 ans, mais ça peut arriver. Et ces femmes-là, si elles envisagent un traitement hormonal, il faut être sûr. Et on fait d'ailleurs un bilan cardiovasculaire complet pour être sûr de ne pas prendre de risques en traitant ces femmes qui sont quand même déjà au-dessus des 10 ans d'installation de ménopause. Vous parliez tout à l'heure de traitement progestatif, c'est en complément de l'œstrogène, c'est ça? Alors en fait, quand une femme a encore son utérus, l'endomètre, la muqueuse qui est à l'intérieur de la cavité utérine, répond à l'imprégnation hormonale.
Si on donne des œstrogènes à une femme sans progestatif, il va y avoir un endomètre qui va s'épaissir, qui peut devenir atypique et voire conduire à un cancer de l'endomètre. Donc, quand une femme a toujours son utérus, quand vous donnez des œstrogènes à une femme, il faut toujours le complémenter, l'équilibrer avec de la progestérone. Ça, c'est nécessaire. Une femme qui n'a plus d'utérus, on lui proposera un traitement simplement d'œstrogène. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de l'étude. Donc, qu'en est-il du risque potentiel accru de cancer du sein si on prend des hormones œstrogènes? Alors, quand a été publié le résultat de la WHO, ce qui a fait beaucoup de tort, c'était les pathologies cardiovasculaires sur le plan professionnel. Mais ce qui a été publié dans les journaux, c'était surtout, ah là là, on a de nouveau démontré l'augmentation du risque de cancer du sein. Il est évident que ce dont les femmes ont peur, ce n'est pas la pathologie cardiovasculaire, alors que c'est ça qui les tue. Les femmes ont peur du cancer du sein. Toute femme a toujours peur d'avoir un cancer du sein, d'autant que la fréquence de ce cancer du sein ne cesse d'augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, ça touche une femme sur 8. Cette augmentation, elle n'a pas à voir avec le traitement hormonal. D'ailleurs, moi, j'utilise régulièrement cet argument. Vous savez qu'il y a 20 ans avant cette étude américaine, en France, on traitait environ 30% des femmes ménopausées. Aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage de femmes traitées? C'est beaucoup moins, il me semble. Hein. 6%. 6%. Ce qui est dramatique, puisque je vous ai dit au début qu'il y a au moins 25% des femmes qui ont besoin d'un traitement. Donc, si vraiment il y avait un impact important du traitement hormonal, nous aurions dû voir ne serait-ce qu'une petite inflexion de la fréquence du cancer du sein. Si vous regardez les chiffres, ces chiffres ne cessent d'augmenter, année après année. Aujourd'hui, on est à plus de 60 000 cas par an. Le cancer de la prostate, chez ces messieurs qui ne prennent ni pilule ni traitement hormonal de ménopause, continue de grimper. On a les mêmes chiffres au cancer de la prostate. Donc, ça n'a rien à voir avec le traitement hormonal de ménopause, ça a à voir avec notre manque d'hygiène de vie, le fait qu'on soit en obésité, qu'on soit sédentaire, que l'on fume, que l'on boive de l'alcool. Tout ça, ça augmente le risque à peu près équivalent à un traitement hormonal de ménopause type américain, c'est-à-dire œstrogénique et progestatif de synthèse. On sait que sur le risque de cancer du sein, ce qui est risqué, c'est l'adjonction d'un progestatif de synthèse. D'ailleurs, chez les femmes de la WHO qui n'ont eu que des œstrogènes, il y a moins de cancer du sein chez les femmes qui ont eu que des œstrogènes. Donc, vous voyez que c'est très complexe, le lien cancer du sein et traitement hormonal. Donc, la petite augmentation du risque de cancer du sein a à voir essentiellement avec le temps de prise et avec le progestatif de synthèse associé. En France, nous utilisons de l'œstradiol et nous utilisons de la progestérone ou de la rétroprogestérone. Les études aujourd'hui européennes et françaises, donc évidemment qui ont moins de poids que les études américaines parce que en nombre évidemment beaucoup moins importante et sur le plan international n'ayant que peu de poids, montrent très peu d'augmentation de risque de cancer du sein et en tout cas pas avant 8 ans. D'accord. Ok. Donc, bien retenir que le risque de cancer du sein, il est à voir avec notre manque d'hygiène de vie. On devrait, plutôt que d'interdire aux femmes de prendre un traitement hormonal, les informer de la nécessité d'une activité physique, d'avoir un poids normal, de ne pas être sédentaire, de ne pas fumer et de ne pas boire d'alcool. Parce que tout ça sont des facteurs de risque bien plus importants quand on les additionne qu'un traitement hormonal. Tout à fait, oui. D'ailleurs, quelles sont les recommandations pour les femmes déjà dès la préménopause et la ménopause concernant l'activité physique? Alors, l'activité physique, on ne cesse d'en parler en consultation de gynécologie. Je dirais que c'est le pain quotidien. Il n'y a pas une consultation où on n'évoque pas l'activité physique parce que malheureusement, vous le savez, même dans l'enfance et l'adolescence aujourd'hui, il y a une vraie sédentarité qui s'est installée et cette sédentarité augmente non seulement les risques cardiovasculaires, mais tous les cancers. Et les cancers, notamment hormonodépendants, type cancer de l'endomètre, cancer du sein, sont augmentés par l'absence d'activité physique et la sédentarité. Donc, on ne cesse de parler de cela. Et puis, on sait aussi
qu'à partir de la quarantaine, 40-45 ans, on a, que ce soit chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs, on commence à avoir une fonte musculaire. Oui, oui. Cette fonte musculaire fera que le métabolisme de base change. Vous savez que pour vivre, c'est-à-dire respirer, manger, dormir, bouger légèrement, on a un métabolisme de base et ce métabolisme de base va diminuer puisqu'on aura Oui. moins de fibres musculaires. Et donc, Mhm. moi je dis beaucoup aux femmes, entre 40 et 50 ans, si vous mangez, parce que souvent elles me disent, écoutez, moi, là, je viens de prendre des kilos, je comprends pas parce que je fais toujours la même chose. Je lui dis, c'est justement parce que vous faites toujours la même chose. Vous êtes entré dans une tranche de vie où il est nécessaire pour garder votre capital Mhm. musculaire d'avoir plus d'activité physique. Et Oui. sinon, entre 40 et 50 ans, on prend 500 grammes par an, en gros, ce qui fait que quand elles arrivent à 50 ans, elles ont déjà pris 6-7 kilos. Mhm. Donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Donc, agir bien sûr au niveau de la nutrition, l'équilibre nutritionnel, et puis agir surtout sur la sédentarité, parce qu'on a de plus en plus de femmes qui sont sédentaires devant leur écran, Mhm. et puis insister sur l'activité physique nécessaire. Mhm. On va développer un petit peu l'activité physique, si vous voulez bien. J'imagine qu'il faut à la fois privilégier le travail cardio pour justement prévenir les risques cardiovasculaires, mais aussi développer la masse musculaire à travers potentiellement des exercices de musculation. Ça peut être doux comme le pilate ou alors carrément avec des poids, pour éviter aussi, je La pense fonte aussi au musculaire. sport d'impact. Oui, Il y a et la je pense fonte aussi, musculaire et il y a voilà, la fonte musculaire. l'impact sur le plan osseux. Voilà, Parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé de la symptomatologie climatérique, hein, mais voilà. ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les œstrogènes sont très importants dans le capital osseux. En fait, l'unité fonctionnelle osseuse comprend à la fois des ostéoblastes qui créent de l'os et des ostéoclastes qui lisent de l'os. Les œstrogènes ont un facteur important agissent positivement sur les ostéoblastes, c'est-à-dire qui créent de l'os. Quand vous êtes en période ménopausique, vous n'avez plus d'œstrogènes et donc vous avez des ostéoclastes qui vont liser l'os beaucoup plus qu'il n'y ait de reconstruction. Et donc on voit en début de ménopause une perte osseuse qui est rapide, une cassure rapide dans les 3-4 premières années de ménopause. Mhm. Donc c'est vraiment important d'abord de connaître le facteur de risque éventuel ostéoporotique fracturaire des femmes, le connaître sur le plan familial, parce que le premier facteur de risque d'ostéoporose, c'est le génétique, avoir une mère qui a eu de l'ostéoporose et des fractures. Et ensuite, bien sûr, vous connaissez, hein, c'est l'activité physique, c'est l'importance de l'activité physique, l'éviction du tabac, le poids, le BMI, tout ça sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Et puis, pour les femmes à l'installation de la ménopause, on va leur proposer une densitométrie minérale osseuse. Ça pourra être un argument éventuel pour proposer aux femmes un traitement hormonal si elles ont déjà un os fragile, parce qu'on sait qu'il va y avoir une perte osseuse rapide dans les premières années de ménopause et tout au long de la vie. Donc c'est vraiment important. Et pour lutter contre l'ostéoporose, il y a l'activité physique et surtout l'activité physique avec impact sur ses pieds. Donc la marche, le saut à la corde, la course, ça c'est très important, vraiment. Le traitement donc œstrogénique et progestatif, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il travaille, donc il permet de pallier tous ces risques, donc cardiovasculaires, mais aussi, comme vous avez dit, tout ce qui est ostéoporotique. Voilà. Ouais. Donc c'est alors ce sont les complémentaire. œstrogènes, hein. C'est surtout l'œstradiol, hein, qui est responsable de la protection osseuse, et la progestérone, parce que nous en France, on n'utilise pas les progestatifs de synthèse, hein, depuis les années 2000, après la publication de la WHI, on a complètement changé et on parle maintenant du traitement à la française. Et le traitement à la française, c'est de l'œstradiol, soit par voie orale, soit par voie transdermique. Mais en France, nous sommes beaucoup voie transdermique, c'est-à-dire du gel et des patchs. Pourquoi ? Parce que la voie transdermique n'augmente pas le risque thrombotique veineux. Vous savez qu'avec l'âge, notre risque de phlébite augmente. Oui.
Et donc, même si vous n'aviez pas de risque de phlébite à 20 ans, c'est d'ailleurs pour cela, quand on parle de pilules, par exemple, on dit que le risque thrombotique, il est vraiment très peu important à 20 ans, mais il augmente avec le temps. Et c'est vrai qu'après 50 ans, on propose plus de pilules aux femmes parce que Oui, c'est de la voie orale et ça augmente le risque thrombotique. oui. Là, on ne donne pas de l'éthylèstradiol comme dans une pilule, mais on donne de l'œstradiol et on le donne par patch ou gel parce qu'on sait qu'avec cette voie d'administration, on n'augmente pas le risque thrombotique. Et en association, on propose de la progestérone ou de la rétroprogestérone. La rétroprogestérone, c'est le Dufaston, qui sont de la progestérone ou de la rétroprogestérone qui n'auront pas d'effet délétère au niveau mammaire. Et il est important d'avoir cet équilibre chez toute femme qui a un utérus. D'accord. La crème, elle s'applique où exactement? Le gel, alors le gel, il s'applique n'importe où, sauf sur les seins, évidemment. On ne va pas mettre d'ostradiol directement sur les seins. Souvent, on le donne à la face interne des avant-bras parce que c'est l'endroit où on a une peau fine et pas de tissu graisseux, donc ça pénètre plus vite. Et puis après, le patch, on peut le coller, bon, souvent c'est le haut de la fesse, hein, ou le ventre, mais bon, voilà. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Bien sûr, le traitement hormonal est remboursé par la sécurité sociale, bien sûr. Il ne coûte rien, le traitement hormonal. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu la baisse de prescription des traitements hormonaux, je me suis beaucoup inquiétée et nous sommes beaucoup inquiétés il y a quelques années parce qu'on a vu disparaître, par exemple, les œstrogènes locaux dont on n'a pas encore parlé, qui sont des traitements qu'on utilise pour le syndrome génito-urinaire de la ménopause. On a vu disparaître du marché des traitements et on s'est dit, mais dans peu de temps, on va voir disparaître aussi le traitement hormonal de ménopause parce qu'il y a tellement peu de prescriptions et comme ça rapporte tellement peu à l'industrie pharmaceutique qu'on peut s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est ce traitement? Le traitement? Le traitement dont vous parliez, là, Les tout de suite. œstrogènes locaux? Oui. Alors, les œstrogènes locaux, c'est ce qu'on propose aux femmes qui n'ont pas besoin d'un traitement hormonal global de ménopause ou qui ne peuvent pas y avoir accès pour des raisons cardiovasculaires ou carcinologiques, mais qui présentent une muqueuse très fragile, une atrophie vulvovaginale. Et ça touche à peu près une femme sur deux. Et ça peut toucher les femmes même tôt, en début de ménopause. Il ne faut pas penser, ça s'installe que 10 à 15 ans après la ménopause. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui, très tôt en début de ménopause, ont déjà cette fragilité de la muqueuse avec des difficultés lors des rapports sexuels, des douleurs, et puis surtout un déséquilibre de la flore vulvovaginale qui peut être responsable notamment de vaginose et qui peut être responsable aussi du déséquilibre de la flore urinaire avec des cystites fréquentes. Donc ça peut vraiment avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des femmes au quotidien, et évidemment sur le plan sexuel. Donc on propose aux femmes qui ont cette symptomatologie un traitement local. Il n'y a pas besoin d'utiliser un traitement hormonal de ménopause pour traiter cela. On utilise des gels ou des ovules qui contiennent des œstrogènes locaux ou de la DHEA, la DHEA étant un androgène qui localement va être transformé en œstrogène et en androgène. Tout à l'heure, vous parliez de incontinence urinaire. Est-ce que ça touche beaucoup de femmes ménopausées? Vous le savez bien, vous les kinésithérapeutes. Il y a énormément de femmes qui ont des difficultés de continence urinaire. C'est-à-dire qu'avec l'âge, c'est presque une femme sur deux, hein. Alors, c'est plus ou moins marqué. Il y a des femmes qui nous disent, écoutez, oui, quand je fais mon footing, si j'ai pas vidé ma vessie, ça peut m'arriver et ça les gêne pas trop. Mais il y a des femmes qui vous disent, mais moi, je suis obligée de me protéger au quotidien. Le moindre petit effort alors ça, c'est pour l'incontinence urinaire. L'effort est responsable d'une petite perte d'urine. Et puis après, vous avez ces femmes qui ont cette hyperactivité vésicale et qui ont cette envie mictionnelle qui arrive en dehors de l'effort avec une perte d'urine. Urgenturée, c'est fréquent, très fréquent, bien sûr. Et c'est aggravé par l'atrophie vulvovaginale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé en 2014 la nomination de la symptomatologie vulvovaginale. On parlait avant d'atrophie vulvovaginale et maintenant on parle directement de syndrome génito-urinaire de la ménopause pour bien faire entendre qu'à partir du moment où il y a une atrophie vulvovaginale, il y a souvent aussi une symptomatologie urinaire qui pourra être, à laquelle on pourra remédier grâce aux traitements locaux.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause, d'autant que Mhm. les femmes en consultation, vous le savez bien, enfin peut-être moins, parce que quand elles viennent vous voir, elles ont déjà parlé du problème, je pense. Dans les consultations, elles ont du mal à parler des difficultés sexuelles, mais aussi des problèmes de continence urinaire. Et Oui, oui. moi, je milite beaucoup pour que tout professionnel de santé arrive à poser ce type de questions, parce que les femmes souvent se taisent. Oui, tout à fait, oui. Il y a encore beaucoup de Il y a tabous. beaucoup à faire, oui, c'est tabou. Justement, en tant que kiné et professionnel de santé, hein, pas que les kinés, les médecins aussi, comment est-ce qu'on peut aider les femmes à en parler plus librement? Bah, je crois qu'il faut faire des questions ouvertes, hein. On en Oui, parle de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on parle de l'agression sexuelle, en disant qu'il y a une femme sur 5 au moins qui a vécu, alors pas obligatoirement un viol, mais quelque chose de l'ordre de l'agression et de la violence. Donc, oui. mais ça fait longtemps hein, que l'OMS nous impose le fait de Mhm. poser cette question, qui n'est pas posée suffisamment, c'est clair. Donc déjà, il faut, quand on rencontre pour la première fois une femme, il faut poser cette question. Est-ce qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant dans les années qui précèdent? Est-ce qu'elle a le souvenir de quelque chose d'agressif? Et je crois qu'il faut toujours poser une question ouverte en disant, si vous êtes marié avec votre mari, tout se passe bien. On n'est pas obligé de mettre des mots difficiles qui pourraient être mal compris. Les femmes comprennent. Quand on l'examine, quand par exemple vous envisagez de faire une rééducation périnéale, vous voyez très vite si cette femme elle a une muqueuse atrophique ou pas. C'est Oui. d'une évidence. Donc si vous remarquez et que vous n'avez pas pu poser la question qu'il y a vraiment des petits signes d'atrophie, il ne faut vraiment pas hésiter à poser la question. Pour les rapports sexuels, est-ce que c'est pas douloureux? Ça vous pose pas de problème? Est-ce que vous en avez encore? Parce qu'il y a des femmes qui, puisque c'est tellement douloureux, difficile, n'ont plus de sexualité pendant des années avant qu'elles n'en Mhm. parlent. Et puis pour Mhm. l'incontinence urinaire, c'est évident que si vous ne posez pas la question, elles ne le disent pas toujours. Donc il faut vraiment poser la question. Est-ce que vous avez des difficultés de continence urinaire? Et souvent, les femmes, quand on pose la question, elles vous disent ah, mon Dieu, c'est un poids de moins, je ne savais pas comment aborder le sujet. Merci de l'avoir évoqué. Je ne savais pas, j'ai jamais réussi à en parler. Merci. Elles sont souvent très reconnaissantes du fait qu'on pose ces questions-là. Et c'est pas du tout intrusif. Moi, j'entends beaucoup des professionnels de santé me disant, bah, tu commences à parler de sexualité aux gens, c'est intrusif. Non, ça n'est pas intrusif. Mhm. À partir du moment où vous donnez simplement la possibilité à une femme de s'exprimer. Si pour elle, c'est quelque chose qui est trop difficile, dans cette consultation-là, elle ne vous dira rien. Et elle vous dira, mais tout va bien. Et Mhm. puis elle reviendra vous voir et elle vous dira, bon, la fois dernière, c'était un petit peu, j'étais pas prête, donc maintenant j'ai Mhm. envie de vous en parler. Donc vraiment, Oui. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous rendrez Mhm. énormément de services. Oui. Euh, Vous êtes aussi sexologue, il Oui, me semble. oui. En quoi ça vous aide justement par rapport au suivi des femmes que vous voyez qui sont ménopausées? Bah, vous savez, j'ai fait cette formation de sexologie très vite dans ma formation de gynécologue parce que je pense que quand on est gynécologue, c'est difficile. Pour moi, c'était important de pouvoir Mhm. approcher ces difficultés sexuelles. Je pense que tout gynécologue devrait être capable, pas obligatoirement de faire une prise en charge de type sexothérapique, mais au moins être capable de parler d'eux, être capable de déceler un problème sexuel parce qu'il y a malheureusement beaucoup de difficultés sexuelles, mais qui en plus peuvent être résolues assez facilement. Mhm. Donc, faut pas hésiter. Et puis c'est de toute façon, à partir du moment où vous posez la question, on vous dévoile quelque chose qui est vraiment difficile à prendre en charge. Il y a des sexologues, il suffira à ce moment-là d'adresser. Mais vous aurez de toute façon été très, très efficace parce que vous aurez permis à cette femme qui va mal de pouvoir enfin se libérer d'un fardeau et trouver une éventuelle solution. Donc, Mhm. ne pas hésiter, vraiment. Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans les mœurs, dans les croyances vis-à-vis de la ménopause? Moi, je voudrais que ce soit plus tabou, ça c'est sûr, parce que ça l'est encore. Oui. Ça l'est encore. On est dans une culture du silence, du secret. Les femmes ne parlent pas de leur ménopause, même entre copines. Moi, quand je vois des femmes ménopausées en consultation, je dis, bah alors, vous en avez pas? Ah non, 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 j'en parle pas. Elles en parlent même pas avec leur Mhm. partenaire, parfois.
C'est quand même terrible. Alors cet homme qui ne sait pas ce que c'est que la ménopause, qui ne connaît pas les répercussions de l'hypoœstrogénie, qu'est-ce qu'il se dit quand cette femme évite les rapports sexuels, quand elle a une sécheresse ulo-vaginale, que les rapports se passent mal? Qu'est-ce qu'il se dit, cet homme? Il se dit, elle m'aime plus? Ou alors, ça y est, on est trop vieux? Et si on n'en parle pas, c'est terrible, alors qu'il y a des solutions tellement simples, tellement simples. Donc, je crois que c'est très important qu'il n'y ait plus cette culture du silence, qu'on arrête d'être dans cette société du jeunisme, et puis qu'on dédramatise absolument. Hein. Le fait d'être en hypoœstrogénie, ça n'est pas dramatique. Je vous ai dit que pour une femme sur 4, c'est pas grave, puisqu'elle n'aura pas de pathologie grave chronique du fait de cette hypoœstrogénie et qu'elle n'en souffrira pas. Que les 3 autres sur 4, une sur 4, va avoir une symptomatologie qui va durer très peu de temps, qu'on va pouvoir éventuellement gérer assez simplement. Et puis 2 sur 4 vont avoir besoin d'une prise en charge thérapeutique pour un petit temps. Mais surtout, les femmes qui n'ont pas de symptômes, qui arrivent dans cette tranche d'âge, qui sont ménopausées et qui disent moi j'ai pas de problème, tout va bien, il faut garder à l'esprit que l'hypoœstrogénie va favoriser l'ostéoporose fracturaire pour 40% des femmes, va favoriser éventuellement l'installation d'un diabète. L'hypoœstrogénie multipliée par 2 votre risque de diabète, va favoriser le risque d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle. Donc ces femmes-là, il faut quand même prévoir, faire un bilan minimal pour voir si elles n'ont pas ces facteurs de risque et s'il n'y a pas nécessité de pousser plus loin ou le bilan cardiovasculaire ou le bilan osseux. Ah oui, donc le bilan, ça se fait aussi bilan sanguin, j'imagine? Alors, le minimum mais de toute façon, les femmes qui consultent en gynéco, ne serait-ce que pour la contraception hormonale, on leur propose un bilan régulier, mais la femme de 50 ans doit bénéficier d'un bilan métabolique de base, avec une glycémie, une cholestérolémie, une triglycéridémie, parce qu'on installe avec l'âge parfois une hypercholestérolémie. Ça ne parle pas, une hypercholestérolémie. Le diabète, c'est pareil. C'est pareil. Sachez qu'une femme qui a fait du diabète pendant la grossesse, elle a vraiment un risque majeur multiplié par 3 d'installer un diabète, et après la ménopause. D'accord, ah oui, donc, ça fait beaucoup. Oui. Et puis les femmes qui sont en surpoids ou obèses, bien sûr qu'il faut agir, parce que vous savez que l'obésité est un facteur de risque cardiovasculaire, bien sûr, mais un facteur de risque carcinologique aussi. Et le traitement œstrogénique peut baisser le risque de diabète s'il est pris assez tôt. Bien sûr, puisque je vous dis, c'est l'hypoœstrogénie qui multiplie par 2 le risque du diabète. À partir du moment où vous traitez les femmes, vous diminuez le risque d'installation du diabète, tout en sachant que, évidemment, le diabète de type 2 dépend de votre hygiène de vie et de votre alimentation. Il n'y a pas que le traitement. D'accord ? D'ailleurs, en parlant de l'alimentation, est-ce qu'on peut trouver les œstrogènes dans l'alimentation? Et si oui, dans quels aliments en particulier? Vous avez les phytoœstrogènes, mais les phytoœstrogènes, il y en a une foule vendue dans les parapharmacies et pharmacies à des prix exorbitants que les femmes achètent. On me dit toujours, toi, tu es pour le traitement. Moi, je suis pour que les femmes soient accompagnées, qu'on fasse leur bilan et qu'on leur donne le traitement adapté quand elles en ont besoin. Les phytoœstrogènes n'ont pas prouvé scientifiquement leur efficacité sur des études bien faites, sauf la génistine. Tous les autres phytoœstrogènes n'ont pas prouvé vraiment l'efficacité. Et quand j'entends Ménophytéa, 100% des femmes sont satisfaites, parce que j'entends ça à la radio, ça fait un petit bout de temps que je l'ai plus entendu, mais je l'ai entendu quand même longtemps, c'est une faute, parce que même le traitement hormonal ne satisfait pas 100% des femmes. Personne ne peut croire ça. C'est de la désinformation, c'est de la fake news. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bouffées vasomotrices, il y a un effet placebo de n'importe quel produit, au moins de 30 à 40%. Vous prenez quoi que ce soit, sans doute, alors l'effet placebo, il est toujours difficile à expliquer, mais en tout cas pour cette symptomatologie-là, vous avez 30% d'effet placebo. Donc si une femme me dit, si je fais le bilan chez une femme, elle n'a pas de facteur de risque particulier, elle n'a que quelques bouffées vasomotrices, elle n'a pas envie de prendre un traitement, et elle me dit, je prends du soja et je vais très bien, mais c'est parfait. C'est parfait. Sauf qu'elle le paie.
et que personne n'a prouvé son efficacité dans la prévention cardiovasculaire, la prévention osseuse. Oui. Ah oui. C'est au cas par cas aussi, ça dépend des femmes et de leurs besoins et de ce qu'elles veulent. Et bien sûr, il y a des femmes qui viennent absolument désirant un traitement, mais celles-ci, elles sont courageuses. Moi, je dis toujours que les femmes qui viennent me voir, et j'en vois de plus en plus venant d'un peu partout parce qu'elles ne trouvent plus de prescripteurs, elles sont courageuses parce qu'elles ont des médecins traitants, des radiologues, des copines de la famille qui lui disent « Mais tu vas pas prendre ça quand même, c'est dangereux. Les hormones, Ah c'est oui. pas dangereux. Excusez-moi, c'est pas du médicament, j'entends ça tous les jours. Ah ben, c'est physiologique, je vais pas prendre un médicament. Ça n'est pas du médicament. L'œstradiol et la progestérone que l'on propose en France, ce sont des molécules bioidentiques. On donne en fait aux femmes exactement l'œstradiol et la progestérone que les ovaires sécrétaient préalablement. Et on le donne en petite quantité, juste pour gérer la symptomatologie. Donc bon, les femmes qui en ont besoin, je ne vois pas pourquoi elles n'y auraient pas accès. Oui, en effet. Donc il faut arrêter cette désinformation, cette diabolisation du traitement. Mais je supporte plus ce dénigrement, c'est de la calomnie. Il y a quelque chose que vous avez dit là à l'instant qui m'a un peu surprise. Vous avez dit, elles ne trouvent pas de prescripteurs. Les médecins refusent de prescrire ou ils sont... Bien sûr, on est dans cette ère encore post-WHI. Je vous ai dit, la WHI a fait un mal terrible. Même, vous savez, on se souvient où on était le 11 septembre. Oui. Et ben moi, je me souviens exactement quand au téléphone, quelqu'un m'a appelé en disant « Est-ce que tu as vu le résultat de la WHI ?» Ah oui. Tellement ça m'a perturbée. Nous, les gynécologues médicaux qui prenions en charge beaucoup de femmes ménopausées, puisque je vous dis, on traitait à peu près 30% des femmes, on a été très interloqués par les résultats. Parce que nous étions restés sur le fait que donner des œstrogènes, ça protégeait les femmes du risque cardiovasculaire, et là, on nous disait qu'on les tuait. Donc, c'était dramatique. Ça a vraiment été dramatique. Mais quand on a vu 4 ans plus tard les résultats avec, je vous ai dit, les femmes entre 50 et 60 et les femmes au-dessus de 60, ça nous a rassurés. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on revient à quelque chose de correct. Mais malheureusement, on avait eu le temps de dire tellement de choses négatives et de faire peur aux femmes comme aux professionnels que la represcription du traitement hormonal n'est pas arrivée. Et en fait, année après année, jusqu'à encore cette année, il y a une baisse de prescription. Année après année. Donc j'imagine que c'est votre sacerdoce de promouvoir, de plaider pour le traitement pour les femmes qui en ont besoin. Exactement. Oui. Et puis vous savez, si vous allez sur, je ne sais pas si c'est encore possible de le trouver, mais le New York Times, il y a une journaliste qui a fait publier un gros article le 1er février 2023, je m'en souviens très bien, donc ça fait un an, où elle reprend ce qui s'est passé avec la WHI. Et elle dit, mais comment se fait-il que l'on ait désinformé et qu'on ait abandonné les femmes alors qu'il y a une solution pour les femmes qui ont un problème avec la ménopause. Et moi, je vous conseille d'y aller. Si on le retrouve encore, peut-être c'est possible. Donc, c'est un article du New York Times sur le traitement hormonal de la ménopause et la WHI qui a été fait pas par un médecin, mais par une journaliste qui a repris toute l'historique et qui se dit, mais comment on peut encore en être là 20 ans plus tard? On est 20 ans plus tard. C'est pas normal. Donc, ça a beaucoup changé. Aux États-Unis, ils represcrivent des traitements. En Australie, ils represcrivent des traitements. En Angleterre, ils ont doublé les traitements là sur 2 ans. En France, on est toujours avec de la baisse de prescription. Donc, je désespère d'y arriver. Vous avez écrit un livre d'ailleurs pour aider les femmes à comprendre la ménopause, non? Alors, moi, le livre que j'ai écrit, c'était surtout parce que je ne supporte plus toute la désinformation, les fake news sur le suivi gynécologique, la prescription d'une pilule, la vaccination anti-HPV, la pratique de la mammographie de dépistage, bien sûr, la ménopause et l'absence de prescription de traitement hormonal. Donc, c'est un livre, en fait, qui se rebelle parce que j'ai l'impression, après 40 ans d'exercice, que les femmes sont dans une vraie
régression de prise en charge. Et donc, j'ai voulu écrire ce livre pour que les femmes se tournent davantage vers leur gynécologue parce qu'elles ne viennent plus en consultation. Vous savez qu'avant, les jeunes femmes venaient en consultation, on va dire assez facilement vers 18-19 ans pour faire un premier examen, pour parler un peu de leur cycle pour la contraception. Elles ne viennent plus. Les femmes ne viennent plus. Elles ne prennent plus de contraception hormonale. Alors, certaines viennent mettre un stérilet, c'est vrai, mais elles se débrouillent avec la contraception locale. Pourquoi elles ne viennent plus, à votre avis? Parce que si vous regardez sur les réseaux sociaux ce qui est écrit sur l'examen gynécologique et les violences sexistes des gynécologues et obstétriciens, vous avez très peur de venir faire une consultation de gynécologie. Or, comme toutes ces jeunes femmes sont sur les réseaux sociaux et qu'on leur dit qu'elles peuvent faire leur auto-examen et qu'il n'y a pas besoin de prendre de contraception, que l'IVG est facile d'accès, enfin bref, moi je me désespère un peu. Puis pareil pour les femmes ménopausées. Les femmes ménopausées ne consultent plus, elles n'ont plus besoin de contraception. Elles se disent de toute façon, le traitement hormonal c'est une horreur, il n'est pas question que j'y aille, j'en veux pas. Donc, elles ne consultent pas. Quelques-unes font leur mammographie de dépistage, mais on sait qu'on est insuffisant au niveau du nombre de femmes faisant leur mammographie de dépistage. Donc, elles ne se font plus suivre. Alors que s'il y a bien quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la consultation gynécologique est très efficace au niveau de la prévention. Elle est très efficace au niveau de la prévention par exemple des infections sexuellement transmissibles, elle est très efficace dans la prévention du cancer du col utérin. Elle est très efficace, pas dans la prévention du cancer du sein parce qu'on n'en a pas, mais dans le dépistage précoce. Et vous savez que si le cancer du sein touche aujourd'hui une femme sur 8, on guérit 90% des cancers du sein découverts de moins de 2 cm. Donc, le cancer du sein, c'est devenu une pathologie chronique à partir du moment où il est dépisté tôt. Dépisté tôt en consultation ou dépisté tôt en mammographie. Donc, nous sommes efficaces. Une femme qui est bien suivie, je ne dis pas qu'elle ne fera pas de pathologie, mais les pathologies, on les découvrira suffisamment tôt pour qu'elles n'en meurent pas et qu'elles n'aient pas de handicap du fait de leur pathologie. Donc, les femmes, il faut qu'elles sachent que nous sommes vraiment leurs alliés. Moi, j'ai vécu une époque où quand on disait ma gynéco, c'était presque mon ami. Moi, j'ai vécu ça. Et c'était un grand bonheur. Vous savez, quand on est gynécologue, on voit la vie des femmes avec tous les accidents qui peuvent leur arriver. Oui, et à travers toutes les étapes, tous les âges. Mais oui, et c'est un grand bonheur. Mais on n'est pas ces gynécologues agressifs que l'on décrit dans les réseaux sociaux. C'est faux. Vous savez qu'on en est arrivé aujourd'hui à faire des recommandations pour la pratique clinique dans l'examen gynécologique pour répondre à ces féministes qui considèrent que nous sommes des agresseurs. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Alors, j'ai écrit ce livre en donnant le maximum d'informations, on va dire scientifiques référencées, mais faciles d'accès. Pour que toute femme puisse lire. Et même je pense que pour les professionnels, ça peut être utile parce que je reprends un petit peu toute la santé des femmes. Et vraiment, je pense que ça peut être utile. Maintenant, c'est un livre. Et vous savez bien que lire, c'est plus vraiment d'actualité. Et qu'il est préférable de faire des podcasts. Alors, je vous remercie. Écoutez, je vous en prie. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un échange très intéressant et j'espère que ça va sensibiliser plus de kinés, de professionnels de santé et aussi d'autres gens qui s'intéressent sur ce sujet. Merci beaucoup, Dr Le Tombe. Merci à vous et merci de votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir. Vous aimez ce podcast ? Vous avez apprécié cet épisode ? Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante kinégabrielle @gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinédi.